Pourquoi est-ce que certains youtubeurs sont vraiment très riches? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que le dieu de YouTube favorise certains youtubeurs comparé à d'autres? Pourquoi est-ce que les gens qui travaillent le plus sur YouTube ne sont pas forcément ceux qui réussissent le plus? Le truc c'est que tu vois en fait YouTube c'est comme un jeu vidéo. Il y a de vrais gens qui jouent, il y a des niveaux à obtenir et tu peux level up, il y a des compétences à obtenir et en fait tout simplement comme dans un jeu vidéo il y a des gens qui sont bons et il y a des gens qui sont mauvais. Et malheureusement pour toi à l'heure actuelle t'es en train de perdre. T'es pas en train de perdre parce que t'es pas assez talentueux. T'es pas non plus en train de perdre parce que t'as commencé trop tard ou parce que l'algorithme a décidé que cette personne en particulier, donc toi, n'allait pas réussir. Aujourd'hui, si tu réussis pas sur YouTube et t'es en train de perdre à ce jeu, c'est simplement parce qu'en fait, personne ne t'a jamais montré les règles du jeu et comment fonctionnait le jeu. Maintenant, pense un peu à qu'est-ce que c'est qu'un jeu vidéo en fait. Ça va être un endroit où il va y avoir différents joueurs qui vont essayer de se battre pour réussir à avoir toutes les compétences, à apprendre les meilleures compétences, à réussir à avoir les meilleures ressources et tout simplement à dépasser les autres et à devenir le meilleur. Et YouTube, bah il a tout ça. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle où je suis en train de parler et de faire cette vidéo, il y a des dizaines de millions de joueurs à travers le monde qui essayent de réussir sur YouTube et qui du coup essaient d'avoir le plus de vues, le plus d'abonnés, la meilleure miniature, le meilleur sujet de vidéo, la meilleure vidéo. Et à chaque fois, du coup, il va y avoir des gagnants et des perdants et ces gens-là sont en compétition entre eux. Donc pour moi, c'est littéralement comme un jeu vidéo et l'avantage comparé à si par exemple tu jouais à Fortnite, c'est que ici, il va y avoir de vraies conséquences, des conséquences dans le monde réel. Et quand je dis conséquences, je parle de conséquences en termes d'argent. Et quand je parle d'argent, c'est de l'argent qui va littéralement potentiellement changer la vie des gens. C'est vraiment beaucoup d'argent. Mais il n'y a pas que l'argent, il y a aussi la popularité par exemple, et c'est quelque chose que tu recherches qui est atteignable. Tu peux aussi réussir à partager tes idées à travers de nombreuses personnes, alors qu'avant c'était totalement impossible de partager ses idées à autant de gens. Tu peux aussi réussir à ensuite travailler de partout dans le monde et avoir la liberté de faire ce que tu veux, quand tu veux, avec quelque chose en plus qui te passionne. C'est ça le genre de récompense que tu vas avoir avec le jeu de YouTube. Et cette fois-ci, ces récompenses vont avoir de vrais impacts dans la vraie vie. C'est pas comme sur Fortnite où tu vas avoir des skins. Ici, tu vas vraiment avoir de vraies récompenses. Et ces récompenses sont accessibles à n'importe qui souhaite apprendre et avoir le courage d'apprendre les règles du jeu YouTube. Mais c'est là que ça devient intéressant. Tout le monde commence exactement au même endroit. 0 vues, 0 abonnés et 0 euros. Que tu sois un étudiant dans ta chambre ou que tu sois quelqu'un qui ait 40 ans, qui a déjà une bonne lumière Amazon, bah c'est exactement la même chose. Tout le monde démarre au niveau 0. Le jeu, lui, il s'en fout totalement de ton âge ou de tes diplômes. Il va juste simplement regarder ce que tu vas faire et ce que tu vas produire sur YouTube. Le problème ici sur YouTube, c'est qu'il n'y a pas de tutoriel. La plupart des autres jeux vidéo, ils vont te faire un tutoriel, ils vont t'expliquer les bases et ensuite, ils vont te dire « Ok, c'est parti, tu peux commencer à jouer ». Ici sur YouTube, il n'y a pas de tutoriel. On te lance directement dans le grand bain sans information. Tu vas t'inscrire sur YouTube, tu vas créer ta chaîne, tu vas commencer à faire ta vidéo, le script, la voix, le montage et ensuite tu vas poster ta vidéo et au bout de 3 semaines, tu vas avoir uniquement 14 vues. Et ça, c'est l'expérience universelle pour les débutants. Tous les débutants passent par là et ensuite ils vont commencer à vouloir faire mieux, donc ils vont faire des choses un peu au hasard en fonction de ce qu'ils pensent, sauf que c'est pas vraiment ce qui marche, ou ils vont réussir à prendre quelques informations par-ci par-là, sauf que ça s'adapte pas forcément bien à ce que eux veulent faire. Et au final, du coup, ils échouent encore et encore, et ils vont commencer à avoir un bon ressentiment envers quelque chose qu'on appelle l'algorithme. Et l'algorithme, bah, les gens en parlent un petit peu comme quand les anciennes civilisations parlaient de la pluie et du beau temps. Ils disent un peu n'importe quoi dessus sans rien savoir. C'est limite si les gens se disent pas qu'il va falloir faire des sacrifices pour faire que l'algorithme fonctionne pour notre chaîne derrière et qui commencent un peu à être superstitieux. Les gens vont commencer à te dire qu'il faut absolument poster à une heure spécifique de la journée, que si tu postes pas pendant 2-3 jours, l'algorithme va totalement t'oublier et tu vas plus jamais faire de vues, ou encore que si tu mets pas les bons tags et les bons mots-clés, tu vas être totalement shadowban et tu feras plus jamais de vues et ta chaîne est morte. Au final, il y a carrément même des forums entiers qui vont essayer de découvrir les mystères de l'algorithme et il y a même certains créateurs qui pensent que l'algorithme a différents moods comme une réelle personne. Mais laisse-moi te dire qu'est-ce qu'est vraiment l'algorithme de YouTube, parce qu'en réalité bah, c'est pas aussi mythique qu'on pourrait le penser, c'est en fait simplement un algorithme qui est basé avec des calculs simples. L'algorithme au final il a un seul job, c'est uniquement de montrer le meilleur contenu possible à la personne qui va se connecter sur YouTube, le contenu qui va avoir le plus envie de regarder et qui va le plus aimer. YouTube c'est avant tout un business, et un business qu'est-ce qu'il veut? Il veut que les gens continuent d'aimer leurs produits et continuent de consommer leurs produits. Donc le plus de temps quelqu'un reste sur YouTube, et bien évidemment le plus YouTube peut mettre des publicités et des annonces sur cette personne et donc gagner de l'argent. Et c'est pour ça que YouTube a créé l'algorithme, donc un système extrêmement bien perfectionné qui va simplement être très bon dans savoir quelle est la vidéo qu'on va mettre devant cette personne pour qu'il reste le plus longtemps possible sur YouTube et donc que YouTube ensuite lui mette un maximum de publicité et gagne un maximum d'argent, tout simplement. Et donc voici ce que ça veut dire en pratique. En fait, si l'algorithme n'a pas recommandé ta vidéo, c'est simplement parce qu'il a détecté que
quand les gens cliquaient sur ta vidéo, ils partaient très rapidement parce que c'était pas intéressant et donc le temps de rétention était mauvais, ou simplement ils cliquaient pas forcément trop sur ta vidéo parce que le sujet ou la miniature ou le titre n'était pas intéressant. Et donc l'algorithme a clairement fait ce pourquoi il a été conçu, simplement ne pas montrer une vidéo qui va dans tous les cas ne pas intéresser les gens et ne pas les faire rester sur YouTube. Et ça, c'est pas quelque chose de vicieux ou de méchant en fait, c'est simplement l'algorithme qui fait ce pourquoi il a été créé, donc faire rester les gens le plus sur YouTube. Et la question à se poser, c'est pas du coup, est-ce que le problème c'est l'algorithme? Non, la question à se poser, c'est est-ce que ma vidéo a bien été optimisée pour cet algorithme et pour YouTube? Et donc pour ça, en fait, le truc le plus simple que tu peux faire dans ta tête, c'est simplement enlever le mot algorithme et à la place utiliser le mot audience. L'audience, c'est l'algorithme en fait sur YouTube. Donc essaye plutôt, au lieu de te dire comment est-ce que je peux faire pour faire plaisir à l'algorithme, dis plutôt comment est-ce que je peux faire pour faire plaisir à mon audience. Au lieu de te dire est-ce que c'est le bon moment pour publier en fonction de l'algorithme, essaye plutôt de te dire est-ce que c'est le bon moment pour publier en fonction de quand est-ce que mon audience va être connectée. Et au lieu de te dire aussi par exemple pourquoi est-ce que l'algorithme aime mon contenu, essaye plutôt de te dire pourquoi est-ce que mon audience aime mon contenu. Et tu vois que la deuxième version de ce qu'à chaque fois je te dis, c'est vraiment quelque chose d'intéressant puisque ça va permettre de t'améliorer. Comment est-ce que en fait je fais pour faire en sorte que mon contenu soit mieux pour mon audience? Si tu dis tout simplement l'algorithme ne m'aime pas, au final tu vas pas faire d'efforts, tu vas te dire que c'est mort et tu vas arrêter. Alors qu'à l'inverse, si tu te dis mon audience ne clique pas sur ma miniature, là tu vas avoir une piste à explorer. Tiens, peut-être que je devrais faire une meilleure miniature pour faire en sorte que mon audience clique. Donc il y a un point qui est intéressant, c'est là où tu vas te dire ok, là je vais pouvoir faire des efforts, m'améliorer, faire du meilleur contenu et donc tu vas arriver à t'améliorer et faire plus de vues. Et il y a un autre point qui est pas du tout intéressant où tu vas te dire ok, l'algorithme ne m'aime pas, tu vas aller sur des forums te plaindre et au final ça mène à rien et t'es juste avec d'autres personnes qui se plaignent sur des forums pour rien. Il faut comprendre que YouTube dans sa construction, il va simplement suivre les gens. Donc si les gens aiment ton contenu, il va montrer ton contenu à encore plus de gens. Si les gens n'aiment pas ton contenu, il ne va pas montrer ton contenu, tout simplement. Et c'est pas en fait l'algorithme qui va créer les trends et tout ce qui fonctionne bien en fait. C'est simplement l'audience qui va créer les trends et ensuite YouTube qui va suivre ces trends puisqu'il va optimiser pour avoir le plus de vues possible. Donc c'est pas YouTube qui crée les vues, c'est l'audience qui crée les vues et c'est l'audience qui crée le contenu qui fonctionne. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qui fonctionne sur YouTube, c'est pas le fait d'analyser un algorithme et des mathématiques et des lignes de code, c'est simplement plutôt un aspect psychologique, analyser la psychologie humaine et comprendre la psychologie humaine de qu'est-ce qui fait que les gens ont envie de voir et de rester sur une vidéo. Et il y a encore une autre chose qui fait que l'algorithme c'est vraiment votre audience, c'est la question des niches. Il y a beaucoup de gens qui se disent que, en fait, prendre une niche, c'est que ça va mieux fonctionner pour l'algorithme, alors que non, c'est plutôt une question de promesse. En fait, si quelqu'un s'est abonné à ta chaîne parce qu'il aimait tes contenus de cuisine et qu'ensuite, tu vas poster des vidéos de cuisine qui va aimer ça et qu'après tu vas ensuite poster des vidéos de crypto-monnaie ou un vlog à Londres, et là, c'est pas l'algorithme qui va te pénaliser. C'est toi qui as fait en sorte que ta promesse a été brisée. Tu as brisé ta promesse en rapport avec laquelle la personne s'était abonnée à ta chaîne. Et ces personnes, ils s'étaient abonnés à ta chaîne pour une raison. C'était pour voir des vidéos de cuisine. Et si tu fais d'autres vidéos ensuite, tu vas simplement décevoir ces personnes. Ce qui va faire que tu vas avoir un moins bon taux de clics. Les gens vont quitter plus rapidement les vidéos, voire même ils ne vont pas du tout aimer ta chaîne et se désabonner. Et donc là, en fait, c'est juste toi qui as cassé ta promesse. C'est pas une question d'algorithme, encore une fois. Donc maintenant que tu as bien compris ce que l'algorithme fait, on va voir comment réussir du coup sur le jeu vidéo de YouTube. C'est très simple en fait. Il suffit simplement de faire cliquer les gens sur ta vidéo, ensuite de faire rester les gens sur cette vidéo parce qu'ils sont intéressés par elle, et ensuite, en troisième, de faire en sorte que les gens reviennent encore sur ta chaîne pour regarder d'autres de tes vidéos. C'est tout simplement ça qui fonctionne et qu'il faut faire pour réussir. Et je peux déjà voir derrière ton écran que tu as roulé les yeux et que tu te disais « Ok, encore un conseil inutile, il va simplement me dire de faire de bonnes vidéos, de faire du bon contenu et c'est tout. » Mais au final, moi, ça ne m'apporte rien derrière. Donc je sais que ça peut être frustrant, mais cette formule, c'est vraiment la base de tout. Et ensuite, simplement, on va voir comment est-ce qu'on va faire pour améliorer cette formule et donc comprendre comment est-ce qu'on peut faire plus cliquer les gens, comprendre comment est-ce qu'on peut faire pour faire rester les gens plus longtemps sur la vidéo, et ça on le verra dans la suite de la vidéo. C'est dans la suite de la vidéo qu'on va voir ensemble comment faire en sorte que les gens restent plus longtemps sur une vidéo plutôt qu'une autre, ou que les gens cliquent plus sur cette vidéo là plutôt qu'une autre. Donc reste bien jusqu'à la fin et tu vas voir, il va y avoir pas mal de conseils. Ce que tu peux faire, c'est un peu comparer ça à quand tu vas chez le médecin. Si tu demandes au médecin comment est-ce que tu peux faire pour être en meilleure santé, lui il va te dire dors bien, mange bien, fais du sport. Tous les docteurs, tout le temps, vont te dire exactement la même chose. Et ils ont raison, puisque c'est ce qui va faire en sorte que tu vas réussir à être en meilleure santé. Mais le problème, c'est que ces mots, ils vont juste résonner dans ton esprit, mais ça va pas te permettre d'avoir des actions à effectuer directement là tout de suite après. Donc la vraie question, c'est pas quelle est la réponse à ma question, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire directement, spécifiquement ce lundi à 10 h du matin pour améliorer mes résultats et avoir des résultats. Donc pour YouTube, c'est pareil. La réponse à la question, elle est assez vague. Mais ensuite, ce qui va être intéressant, c'est de voir quelles sont les actions qu'on peut effectuer pour améliorer du coup ça. Donc la meilleure question, c'est pas de se dire
comment est-ce que je fais plus de vues, mais c'est comment est-ce que je vais améliorer ma vidéo pour justement réussir à faire plus de vues. Et pour ça, on va devoir avoir quelque chose de concret. On va devoir trouver une façon de diviser notre vidéo en plusieurs choses qui vont faire que cette vidéo fonctionne ou pas. Il va falloir du coup identifier chaque aspect de la vidéo sur lequel on va pouvoir travailler et lui donner une note sur 10. Donc on va dire en quelque sorte, chaque aspect va avoir sa propre note. Donc chaque vidéo que vous allez faire va être évaluée sous 10 critères différents et à chaque fois, chacun de ces critères va avoir une note sur 10 du coup. Donc une vidéo parfaite aurait potentiellement à la fin un score de 100 sur 100. Mais concrètement, le score de 100 sur 100 n'est pas atteignable et n'est pas imaginable sur YouTube. Ce serait la vidéo ultime et parfaite. Mais voilà, l'objectif, ça va être d'avoir un score qui se rapproche le plus de 100. Donc le vrai objectif, ça va être de faire en sorte d'améliorer au fur et à mesure votre contenu. Si vous passez de 55 sur 100 à 75 sur 100 de façon consistante, il va y avoir un vrai gros changement sur vos vues et un vrai gros changement sur votre chaîne. Votre chaîne, en passant de 55 à 75 sur 100, va limite ne plus être reconnaissable après. Donc c'est parti, on va voir chacun de ces points en détail. Le premier point, ça va être le concept et l'idée de la vidéo. Et ce point-là, c'est sûrement le plus important de tous les points au final, puisque une vidéo a beau être parfaite, si au final son idée est nulle et que personne n'a envie de la voir, bah ça ne sert à rien. Vous pouvez avoir le meilleur montage, la meilleure voix, la meilleure miniature, le meilleur taux de clic de l'histoire de YouTube. Si au final votre vidéo n'intéresse personne, bah vous n'allez pas faire de vues et ça sert strictement à rien. Donc vraiment le concept et le sujet de la vidéo, c'est la fondation et ensuite tous les autres points vont être créés au-dessus de celui-là. Donc qu'est-ce qui fait qu'un concept ou une idée de vidéo est intéressant? Ma première chose, posez-vous la question, est-ce que ce sujet de vidéo va intéresser des gens et de préférence un certain nombre de gens? Un grand nombre de gens. Aussi, est-ce que cette vidéo a une accroche, une envie en fait à quelqu'un qui n'a jamais vu ta chaîne de cliquer sur la vidéo et d'aller voir cette vidéo? Aussi, pose-toi la question, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont pouvoir regarder cette vidéo et être intéressés par cette vidéo? Si au final tu es niché dans la niche de la niche et que il y a que 10 000 vues potentielles sur la vidéo si tout le monde le regardait, au final, tu as un plafond et c'est pas top. Alors qu'à l'inverse, si tu tapes dans une vidéo qui peut faire 1 million de vues et qui intéresse un grand nombre de personnes, alors là, ça peut être très intéressant de faire cette vidéo puisque tu vas potentiellement pouvoir faire 1 million de vues. Donc l'un des concepts que tu peux faire pour améliorer ton idée de vidéo, c'est à chaque fois te poser la question de est-ce que cette vidéo intéresserait quelqu'un qui n'a jamais vu ma chaîne et quelqu'un qui n'a jamais vu mes vidéos, est-ce qu'il serait intéressé, est-ce qu'il cliquerait? Puisque si une vidéo peut être partagée à tout le monde et que chacun la partage avec ses amis sans qu'il y ait de sujet sur toi ou qu'on te connaisse déjà à l'avance, c'est une vidéo qui peut devenir virale et faire des millions de vues. Alors qu'au final, si tu fais une vidéo nichée avec des gens nichés, c'est une vidéo qui reste nichée. Si tu fais une vidéo qui se partage et qui peut être universelle, ça devient une vidéo universelle tout simplement. Deuxième point pour faire une vidéo à succès, c'est le titre. Et je vais être vraiment clair sur ça, le titre, c'est pas simplement une description de la vidéo. Le titre en fait, c'est donner envie à la personne de cliquer sur cette vidéo grâce au titre. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un peu pareil et ils sont confus, mais non, c'est pas du tout pareil. On n'est pas là pour donner une description de notre vidéo dans le titre, on est là pour donner envie de cliquer. Un titre qui donne la description de la vidéo, ça va simplement dire qu'est-ce qu'est la vidéo. Alors qu'un titre qui donne envie de cliquer, ça va donner envie à la personne d'absolument cliquer sur cette vidéo et qu'il ne peut pas la louper. Par exemple, ma routine du matin, c'est simplement une description de la vidéo, c'est tout. Alors que si tu dis j'ai essayé la routine des personnes les plus productives du monde pendant 30 jours, voici ce que ça m'a apporté, voilà, clairement, il va y avoir un résultat derrière. La personne a envie de savoir, tiens, il a testé, est-ce que ça a marché? Il va du coup avoir envie de cliquer sur cette vidéo et tout simplement connaître la suite. Donc tu vois la différence, il y en a une qui informe et il y en a une autre qui donne envie de cliquer. Aussi, dans les études YouTube, on a vu que la plupart des titres qui sont petits et courts vont donner plus envie de cliquer. Pas parce que simplement le titre est petit et donc ça donne envie de cliquer, mais surtout parce que l'information et l'envie de cliquer est assez rapide et donc le cerveau peut directement lire rapidement et prendre une décision, cliquer ou pas. Alors que si le titre est un peu trop long, ça va être peut-être quelque chose où il va falloir relire 2 fois pour comprendre et du coup là c'est pas top. Donc si dans ton titre, il faut qu'on relise le titre une 2e fois pour réussir à comprendre, c'est déjà mort et tu as déjà perdu la plupart de ton audience là-dedans. Une autre chose que la plupart des titres viraux fait, c'est que ils vont te faire te poser une question, mais sans te donner non plus cette réponse à la question. Tu vas suggérer en fait à la personne que quelque chose va se passer et que si la personne continue simplement de scroller, il va louper quelque chose et il faut qu'il arrête tout de suite de scroller et qu'il regarde cette vidéo pour pas louper cette chose. Donc ce que tu peux faire ici, c'est t'inspirer des titres qui ont très bien fonctionné dans ta niche, refaire à ta sauce, ne copie pas et essaye de comprendre qu'est-ce qui a fait que les gens ont cliqué sur ce titre. Qu'est-ce qui a fait que ce titre est bien? Numéro 3 maintenant, ça va être la miniature. Une miniature, c'est quelque chose qui va être en compétition avec des dizaines d'autres miniatures sur l'écran d'accueil de YouTube. Et donc une miniature qui est juste OK, c'est pas bien. Il faut absolument que la miniature soit exceptionnelle et que elle soit la miniature qui soit visible à travers les 10 autres miniatures. Donc la miniature ne peut pas simplement être bonne ou assez bien. Il faut que la miniature, quand la personne scrolle, la force à s'arrêter en fait. Il faut que quand la personne est en train de scroller son téléphone ou scroller sur son ordinateur,
elles s'arrêtent, elles se disent « Ah, cette miniature, elle m'a intéressé, elle m'a stoppé ». Donc avant même d'avoir une curiosité qui est provoquée ou d'avoir quoi que ce soit qui est provoqué, il faut que cette miniature fasse stopper le scroll des gens. Donc là, ici, l'un des tips que je peux vous donner, que quasiment personne ne fait, mais que moi je fais, c'est que quand vous publiez votre miniature, avant de la publier, vous allez pouvoir utiliser un logiciel, donc une extension Google Chrome, qui s'appelle Preview, que j'utilise moi, qui va vous permettre de voir votre miniature au milieu des autres. Vous fermez les yeux, vous ouvrez les yeux et vous regardez, ah, est-ce que c'est ma miniature qui a attiré l'œil ou est-ce que c'est celle-là plutôt? Si c'est pas votre miniature qui attire l'œil, il faut peut-être la changer du coup. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que quand vous êtes sur Canva ou sur Photoshop, votre miniature, elle est en gros comme ça, mais en fait, à la fin, sur téléphone ou sur ordinateur, elle va être en petite. Et donc, au final, vous pouvez vous dire que la miniature était peut-être bien, mais en fait, elle n'était pas bien quand vous testez avec cet outil. Aussi, quelque chose que les gens ne réalisent pas et que la plupart des créateurs sur YouTube ne réalisent pas du tout, en fait, c'est que on peut changer sa miniature après avoir posté une vidéo et vu que la miniature n'a pas marché. C'est pas tricher, c'est simplement quelque chose qu'il faut faire et qu'il est possible de faire. Si par exemple une vidéo est en train de mourir et ne fait plus de vues, simplement une nouvelle miniature pourrait faire revivre cette vidéo et faire en sorte que cette vidéo fasse énormément de vues. Parce que le problème, c'était peut-être la miniature en fait. Donc si tu changes la miniature et qu'ensuite, grâce à ça, tu as plus de clics, l'algorithme il va capter que du coup, tu as eu beaucoup plus de clics et du coup, que ta vidéo intéresse en fait une audience beaucoup plus grosse que ça et du coup, tu vas avoir beaucoup plus de vues. Pour ces deux points, il faut savoir le titre et la miniature. Il y a une nouvelle fonctionnalité YouTube qui est sortie qui vous permet de A/B tester vos titres et A/B tester vos miniatures. Donc quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez, je vous recommande dans tous les cas de à chaque fois au minimum tester 3 titres différents. Ça coûte rien, on peut demander à ChatGPT 3 idées de titres, on met nos 3 idées de titres différents. Et ensuite, la plupart du temps, en testant ces titres, vous allez voir un temps de rétention différent en fonction des 3 titres. Et à la fin, du coup, vous pouvez sélectionner un titre qui a apporté 45% de rétention, alors que les deux autres auraient apporté 35 par exemple. C'est pareil avec la miniature, vous pouvez aussi A/B tester les titres et les miniatures en même temps, mais c'est un peu plus compliqué puisqu'il faut créer plusieurs miniatures, ça prend un peu plus de temps et c'est un peu plus abstrait en quelque sorte que simplement tester le titre. Quatrième point maintenant, ça va être le hook. Donc le hook, qu'est-ce que c'est? C'est la phrase ou les 2-3 phrases qui vont faire en sorte que vous allez mettre les gens dans votre vidéo, donc l'introduction. Et donc là, il faut qu'on ait une conversation puisqu'il y a énormément de gens qui font ça de façon très mauvaise et directement au bout de 15 secondes, leur vidéo est morte. Donc pense un petit peu à qu'est-ce qui va se passer. Les gens vont cliquer sur ta vidéo parce qu'ils ont été convaincus par le titre et la miniature qu'ils devaient cliquer et que ça va être intéressant, mais pendant 30 secondes, ils vont encore voir si en fait ta promesse va être tenue. Et donc, ce que tu vas dire dans ces 30 secondes va leur permettre de décider s'ils continuent la vidéo ou s'ils quittent la vidéo. Certes, tu as réussi à les faire cliquer sur la vidéo, mais c'est pas pour ça qu'ils vont s'obliger à regarder la vidéo. Ils peuvent ensuite tester 30 secondes et quitter ensuite. Donc si tu leur fais une introduction complètement nulle et ennuyante, ne t'inquiète pas qu'ils vont prendre la permission de quitter ta vidéo sans te demander ton avis. Donc ton job dans cette introduction, c'est de faire rester la personne, de lui faire comprendre qu'elle a plus de mal à quitter la vidéo que de rester dessus, puisque si elle quitte la vidéo, elle va tout louper. Donc il y a 2 approches pour faire votre introduction. La première déjà, c'est de complètement directement commencer la vidéo. Ça sert à rien de faire d'introduction et c'est même mauvais. Pas de salut, c'est Lucas, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je suis à Bangkok et on va voir comment. Non. Tout ça, on peut l'enlever et on peut directement commencer par aujourd'hui, on va voir comment. Autre exemple intéressant, dans les top 10 par exemple, si vous faites un top 10 dans les personnages de cinéma les plus puissants dans Marvel, au lieu de dire Marvel a sorti 15 films depuis 2 ans, les super-héros ont des pouvoirs, etc. Non, vous arrêtez de dire ça. Et vous dites directement, sais-tu que les personnages de Marvel sont les plus puissants? D'ailleurs, dans cette vidéo, on va voir le top 10 des personnages les plus puissants. C'est parti, numéro 10, Superman. Et directement, il y a déjà le numéro 10 et la personne, elle est déjà dans la vidéo, déjà en train de regarder le numéro 10 et elle a envie de connaître les 9 autres prochains. Deuxième introduction qui peut être aussi intéressante, c'est par exemple de teaser un peu la personne sur ce qui va se passer dans la vidéo plus loin. Donc là, par exemple, dans les podcasts, si vous regardez des podcasts, vous voyez que dans l'introduction des podcasts, il y a toujours 4-5 phrases qui ne se terminent pas, qui donnent envie d'aller dans la vidéo et d'aller voir ces phrases-là plus tard. Ça peut être pareil dans d'autres situations, mais du coup, en fait, ce qu'il faut faire, c'est teaser les personnes avant même qu'ils aient regardé la vidéo. En tout cas, ce qui ne fonctionne absolument pas et qui, malgré ça, est encore présent sur tellement de chaînes, c'est l'introduction avec un logo et une animation où on se dit, il faut que je crée une introduction pour ma chaîne YouTube, ça, enlever. L'introduction, salut, c'est Lucas, bienvenue dans cette vidéo, etc., ça, vous enlevez. Et pareil aussi pour les introductions où vous allez demander à la personne de s'abonner avant même que vous ayez apporté de la valeur dans la vidéo. C'est n'importe quoi, ça aussi il faut totalement arrêter. Ne dites pas salut, bienvenue dans cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à liker avant même d'avoir donné des informations. Donc chaque seconde dans l'introduction qui n'est pas nécessaire, ça va donner envie à la personne de quitter. Et d'ailleurs j'avais reçu un script récemment sur une de mes vidéos sur les chaînes où je montre pas mon visage dans la vidéo Dragon. Bref, il y avait 2 phrases dans l'introduction qui ne servaient absolument à rien. J'ai simplement dit à la personne, tu supprimes ces phrases, elles servent à rien. Et je les ai supprimées au montage après. Donc l'introduction et les 15-30 premières secondes de votre vidéo, c'est vraiment l'aspect où vous devez travailler le plus possible dans votre vidéo. Et en fait,
plus vous êtes au début de votre vidéo, plus vous devez passer de temps sur les détails. Si vous êtes dans les 2 premières minutes de vidéo, passez 80% de votre temps sur les 2 premières minutes. Et limite ensuite, passez 20% de votre temps sur les 6 autres prochaines minutes. Et vous allez avoir de meilleurs résultats en faisant ça qu'en passant 10 secondes ici, 10 secondes ici, 10 secondes ici et jusqu'à la fin de la vidéo. 5e point maintenant, ça va être ton script ou en gros donc le sujet et ce que tu vas dire dans ta vidéo. Donc une fois que tu as passé le hook et donc l'introduction de la vidéo, bien évidemment, il va falloir que tu fasses rester les gens et que tu aies quelque chose à dire dans ta vidéo. Et donc ça va être concrètement ce que tu vas dire dans ta vidéo, le sujet de ce que tu vas parler, les mots que tu vas utiliser. Donc soit ça peut être les informations et la qualité des informations si tu fais un contenu éducatif. Donc par exemple comme moi actuellement dans ma niche, je suis en train de faire un contenu éducatif. Donc c'est la qualité et la précision de ces informations qui vont te faire rester. Si tu fais un contenu qui est plutôt sur du storytelling et avec un aspect narratif, du coup ça va être la qualité de ce storytelling. Si tu fais un contenu qui est dans le divertissement, ça va peut-être être les blagues, le fait que tu vois pas le temps passer et que tu restes sur la vidéo en te marrant. Ça peut être toutes ces choses-là. Et donc dans chacun des cas, il va y avoir des techniques spécifiques pour faire rester les gens sur la vidéo tout au long de la vidéo. Et du coup, à chaque fois, il va falloir que tu optimises ces techniques. Donc l'un des aspects les plus puissants ici, c'est la boucle. La boucle, c'est quoi? C'est en fait, des études ont montré que dans la psychologie, les humains n'aiment pas quand quelque chose n'est pas terminé. Et donc si à chaque fois, en fait, vous posez une question, mais que la personne n'a pas la réponse à cette question, puis qu'ensuite en ayant eu la réponse, il y a une autre question qui s'est posée à laquelle elle n'a pas non plus la réponse, ça crée une boucle. Et donc à chaque fois, la personne n'a pas la réponse à la question et veut rester pour connaître la réponse. Ça peut être pareil avec une histoire, si vous faites de la narration, si la personne n'a pas la réponse à la fin de cette histoire, n'a pas vu la fin de l'histoire, il va avoir envie de rester. Dans un film, on a envie de rester jusqu'à la fin pour savoir ce qui se passe. Si on s'est fait teaser quelque chose au début de la vidéo et qu'on n'a toujours pas vu cet aspect dans la vidéo en question, notre cerveau il se bloque et on se dit non, je vais rester jusqu'à que j'ai vu ce qui s'est passé au début dans le teasing. Et d'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez en début de vidéo, mais je vous avais dit restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir ces conseils qui vont vous apprendre. Même si au final vous savez que vous êtes manipulé, même si au final le fait de dire reste bien pour comprendre ou reste bien pour savoir ça, on sait qu'on est manipulé, mais on est fait comme ça et on va quand même avoir envie de rester. Donc même si les gens le savent, dites-le quand même et ils vont quand même rester au final. Et vous pouvez utiliser ça de façon très délibérée dans votre vidéo. Dites-le directement au début de la vidéo et ça va directement lock la personne, donc la bloquer dans la vidéo et elle va plus pouvoir sortir. Tu peux aussi donner quelque chose que tu vas révéler plus tard. Par exemple, plus tard dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment faire pour créer des miniatures qui ont totalement fait exploser ma chaîne et fait que je suis passé de 5% à 10% de taux de clic. Mais avant ça, laisse-moi te présenter comment est-ce que j'ai fait pour passer de 0 à 10 000 abonnés. Donc là, voilà, je vais commencer à raconter mon histoire 0 à 10 000. Mais dans sa tête, la personne, elle se dit je peux pas quitter. Il m'a dit que je devais rester juste après parce qu'après, il va y avoir la méthode miracle sur les miniatures. Donc concrètement, c'est ça une boucle. Et une boucle, ça fonctionne à chaque fois. Donc c'est simple, ça fonctionne, utilisez-le partout et vous aurez des meilleurs résultats. Donc après, bien évidemment, derrière cette technique de la boucle, il va y avoir le storytelling et les bases du storytelling sont assez importantes aussi. Donc au début, vous devez mettre les choses en place. Au milieu, vous allez devoir apporter un peu plus sur ce qui s'est passé sur l'histoire et donc aller plus en détail. Et à la fin, bien évidemment, vous faites la fin de l'histoire avec une bonne fin et voilà, on clôture ça et on repart sur autre chose. Un petit conseil, c'est supprimer tout ce qui n'apporte rien à la vidéo. Les gens qui vont regarder votre vidéo, ils vont remarquer si vous avez laissé des choses qui n'apportent rien. Par contre, si vous avez coupé des choses, ils vont jamais remarquer. Donc simplement, coupez tout ce qui est inutile. Si vous vous répétez 2 fois, coupez la 2e phrase. Si vous dites quelque chose qui n'a aucun intérêt, enlevez cette chose-là. Et moins c'est le mieux en fait. 6e point maintenant dans tous les points, ça va être la présentation, donc tout ce qui est autour de la vidéo en fait. Donc le montage, les effets de son, la musique, par exemple le fait qu'il y ait une lumière rouge ici, etc. Tous les petits détails un peu de présentation. Et ici, je pense que tout le monde comprend un petit peu qu'il faut faire un montage de qualité, même si la plupart des gens au final ne font pas un très bon montage. Le montage c'est important, mais ok, les gens ils comprennent. Maintenant, quelque chose que les gens ne comprennent absolument pas, c'est la musique et les effets de son. Ça a un impact ouf sur une vidéo et pourtant les gens n'y prêtent zéro attention. La musique par exemple dans une vidéo, ça peut apporter à un moment une tension, ça peut apporter à un moment une émotion. Et ça, les gens, ils n'arrivent pas trop à le comprendre et ils le font pas forcément. Les effets de son encore pire, la plupart des gens ne mettent aucun effet de son dans leur vidéo, alors que l'effet de son c'est un tout petit truc comme ça qui peut réveiller une personne qui s'était un peu endormie devant la vidéo ou apporter quelque chose à une transition ou apporter quelque chose à la vidéo quand la personne s'ennuie un petit peu. Donc ça, c'est des points qui sont assez importants. Si surtout vous faites du storytelling, la musique, c'est quand même quelque chose qu'il faut regarder derrière. Pour comprendre pourquoi est-ce que ça a un énorme impact, regardez simplement une vidéo que vous aimez juste avec les sous-titres, sans son et sans la musique. Et ensuite, regardez cette vidéo avec son et avec la musique. Vous allez voir que c'est totalement différent. Pour la musique, je sais qu'il y a pas mal de gens qui se posent des questions. Ouais, mais il y a des problèmes de copyright avec ça et ça. Même quand il y a marqué copyright free, au final, c'est pas free et il va y avoir des problèmes. Donc pour ça, il y a une solution très très simple que je vous recommande, que j'utilise. C'est vous allez dans votre YouTube Studio et vous utilisez simplement les musiques de YouTube, donc la librairie YouTube de musique. Ensuite, vous cochez attribution non requise.
Comme ça, vous n'avez pas besoin de mettre le nom du gars dans la description. Et là, vous pouvez utiliser la musique et vous êtes sûr à 100% de ne pas avoir de problème. Donc j'ai déjà parlé du montage sur le numéro 6 avant, mais le numéro 6 avant, c'était surtout la musique et le son. Mais maintenant, on va parler du numéro 7 qui est le montage. Et là, on va voir le montage en détail. Donc maintenant, petite clarification, avoir un montage de plus en plus compliqué et avec plein d'effets, c'est pas forcément quelque chose qui est bien. Parfois, avoir trop de montage, avoir trop d'effets, ça dessert en fait la vidéo. Donc le montage, c'est aussi le fait de pouvoir apporter des éléments visuels sur par exemple une vidéo éducation qui font en sorte de bien comprendre ce que je suis en train d'expliquer ou aussi de faire en sorte que la personne ne s'ennuie jamais. Donc un bon montage, c'est simplement défini par ce qui va ressortir de cette action ou pas. Est-ce que le montage que je viens d'appliquer ici, donc l'effet que je viens d'appliquer juste ici, fait rester plus longtemps la personne ou pas? Parfois, la réponse, elle peut être non. Et d'ailleurs, la plupart des contenus qui ont énormément de vues sur YouTube n'ont pas non plus un montage de fou furieux. Ils ont juste des montages et des effets de son au bon moment, au bon endroit pour faire rester les gens. Donc c'est tout en fait. C'est pas non plus le montage qui va sauver une vidéo qui n'était pas qualitative. Si de base, la vidéo, elle n'était pas intéressante et tu dis n'importe quoi à ce moment-là, même le montage le plus parfait au monde ne va pas réussir à sauver ça. Maintenant, ce que le montage contrôle vraiment, c'est est-ce que la vidéo va être intéressante? Combien est-ce que d'espace vous allez mettre entre différentes phrases, créer une émotion, faire en sorte qu'avec un graphique, on arrive à mieux comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Ou est-ce que aussi vous coupez votre vidéo si par exemple, vous devez laisser un petit peu de 3 secondes après votre phrase pour laisser le temps à la personne de bien comprendre. Ou au contraire, est-ce que vous devez être très rapide et faire en sorte que ce cut soit très petit. Donc un bon cut au bon moment peut littéralement changer une vidéo de A à Z. Et les monteurs, en fait, ils ont comme un esprit artistique, ceux qui sont bons. Hein. Ils arrivent à savoir, ok, ici, il faut que je cut un tout petit peu moins. Ici, il faut que je cut un tout petit peu plus. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à faire en sorte de garder l'émotion. Cet instinct-là, bien évidemment, il vient pas d'avoir regardé des formations vidéo sur comment faire un bon montage ou d'être allé à l'école pour savoir comment faire un bon montage. Il vient de l'instinct d'avoir regardé des milliers de vidéos sur YouTube et d'avoir regardé à chaque fois, bien comprendre, ah tiens là il a coupé ou pas, et ensuite d'avoir tout simplement cet instinct qui arrive naturellement. Maintenant, mon plus gros conseil, si tu as la possibilité d'embaucher un monteur vidéo qui fait que du montage toute sa journée comparé à toi qui n'en fait sûrement pas, ça va te permettre de vraiment exploser en termes déjà de qualité, puisqu'il va faire une bien meilleure qualité que toi. Et surtout aussi, deuxièmement, en termes de temps gagné, il faut savoir que le temps perdu le plus énorme dans la création d'une vidéo, c'est sur le montage, surtout sur quelqu'un qui ne s'y connaît pas en montage. Et donc, si tu embauches directement un monteur, c'est la chose numéro 1 qui va te faire gagner le plus de temps pour focus sur d'autres choses, tout en te faisant gagner aussi le plus de qualité. Maintenant, quand je dis embaucher un monteur, c'est pas simplement lui envoyer la vidéo et dire démerde-toi. C'est quand même à toi aussi de regarder exactement qu'est-ce qu'il fait et de lui importer ta vision, donc de lui dire ok, il faut que tu fasses un peu comme ça, par exemple moi c'est du rouge et du blanc un petit peu dans mon design qu'il faut que tu utilises, et voilà, vous devez quand même être derrière et lui dire quoi faire, lui apporter votre vision. Numéro 8 maintenant, ça va être la qualité de la production de votre vidéo. Et là il y a un mensonge que pas mal de gens disent, c'est qu'il faut avoir le dernier iPhone, il faut avoir la dernière caméra, il faut avoir la lumière parfaite, il faut avoir ça. Alors qu'en fait, au final, vous pouvez réussir à faire une production de vidéo de façon très basique et simplement en connaissant les bases de la production, réussir à avoir quelque chose de qualitatif sans avoir le matériel le plus cher au monde. Première chose, il faut que vous ayez un micro qui fasse en sorte que votre audio soit ok et qualitatif et pas que ça soit un peu bizarre et que les gens qui regardent la vidéo aient envie de quitter à cause de l'audio. L'audio, c'est quelque chose qui est souvent un petit peu délaissé et mis de côté, alors qu'au final, c'est quelque chose de très important. Donc moi, par exemple, là, j'ai un micro, mais rien qu'acheter un micro à 50 €, ça fait une énorme différence. S'il y a de la distorsion dans votre voix, des échos, des bruits de fond, etc., ça va totalement détruire une vidéo qui pouvait être même très qualitative autrement. Il faut savoir que les gens qui vont regarder votre vidéo, s'il n'y a pas la bonne lumière, si ça tremble un petit peu, si le montage n'est pas parfait à ce moment-là, ils vont pouvoir vous pardonner, mais si par exemple le son est de mauvaise qualité, là, d'un coup, ils vont pas pouvoir vous pardonner, ils vont quitter la vidéo, quoi. Donc si vous avez du budget et que vous devez dépenser dans quelque chose là maintenant tout de suite, achetez un micro à 50 €, c'est ce qui va faire la plus grosse différence. Pas besoin d'acheter une caméra très puissante, avec votre téléphone vous pouvez vous filmer et ça va pas faire une différence énorme, quoi. Ensuite pareil pour les lumières, là moi par exemple j'ai les rideaux de fermés, j'ai plein de lumières de qualité, etc. Mais c'est parce que moi je fais du YouTube depuis très longtemps. Sinon vous pouvez simplement ouvrir le rideau, avoir la lumière naturelle du jour et c'est tout aussi bien. 9e point de la vidéo maintenant, ça va être l'optimisation de la vidéo dans les réglages. Quand est-ce que vous allez poster votre vidéo, est-ce que vous allez utiliser ce titre, ces tags, cette description, cet écran de fin, etc., etc. Donc là, il y a la plupart des gens qui délaissent cet aspect malheureusement parce qu'ils se disent ok, j'ai déjà passé plusieurs jours à faire cette vidéo, j'ai fait le montage, la miniature, j'en ai marre, je vais juste poster la vidéo maintenant, il faut que je poste, j'ai pas posté depuis 10 jours. Et au final, ils vont délaisser cet aspect alors qu'en fait, il faut savoir que tous les aspects doivent être optimisés sur YouTube et pour avoir une note sur 100 la plus élevée possible, vous devez optimiser chaque aspect à son maximum.
Donc là, je vous recommande de pas forcément bâcler cet aspect, mais de vraiment bien le faire quand même. Donc concrètement, au début de la vidéo, vous allez mettre rapidement 2-3 phrases en rapport avec les mots-clés et le sujet de votre vidéo, expliquer qu'est-ce que c'est que cette vidéo. Et ensuite, vous allez mettre les tags en rapport, un écran de fin, un bon titre, etc. Ça, on en a déjà parlé. Et voilà, c'est déjà quelque chose d'assez bien. Maintenant, quelque chose qui est très important ici et que personne ne fait, mais qui est extrêmement puissant, c'est que à la fin de votre vidéo, vous allez directement rediriger quelqu'un vers une autre de vos vidéos à l'oral directement dans votre vidéo. Donc, quand vous écrivez votre script, pensez-y. Et par exemple, si moi je fais une vidéo sur comment faire une bonne miniature YouTube, à la fin de la vidéo, je vais dire, d'ailleurs maintenant, si tu veux voir comment faire un bon titre YouTube, tu peux cliquer sur cette autre vidéo qui arrive sur ton écran maintenant. Et donc là, si cette personne clique aussi sur cette autre vidéo parce qu'elle est aussi intéressante, bah, ça va augmenter ton temps de session. Et donc, le temps de session, c'est quoi? C'est le temps qu'une personne passe sur ta chaîne YouTube au total. Pas sur une seule vidéo, mais sur plein de vidéos en même temps. Et ça, c'est vraiment l'indicateur que YouTube regarde le mieux, puisque bah, vous faites rester quelqu'un sur YouTube longtemps. Et ça, il veut que la personne reste le plus longtemps sur YouTube. Et donc ça, c'est vraiment très puissant parce que la plupart des gens, ils disent merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, hop, fin de la vidéo. Donc là, la personne, hop, elle met la croix en haut à droite et elle quitte YouTube. Et ça envoie direct un signal à YouTube que, après avoir regardé votre vidéo, la personne quitte la plateforme YouTube. Donc c'est vraiment pas top. Alors qu'au contraire, si elle regarde d'autres vidéos et qu'elle reste, ça apporte vraiment un gros signal à YouTube. En plus de ça, tu vas avoir plein de vidéos que cette personne va voir et donc ça va devenir un vrai fan puisque bah, par exemple à la fin de cette autre vidéo, il y aura encore une fois un autre écran de fin. Donc il va encore une fois recliquer, encore une fois recliquer, encore une fois recliquer. Et au final, cette personne a regardé 5 de tes vidéos au lieu d'en regarder une seule. C'est devenu un vrai fan et en plus de ça, bah, tu as fait 5 fois plus de vues. En plus de ça, ça crée un effet boule de neige puisque quand YouTube voit que quelqu'un qui a regardé la vidéo A aussi regardé la vidéo B, bah, il va commencer à recommander automatiquement cette vidéo B à toutes les personnes qui ont regardé aussi la vidéo A. Et donc, ça fait carrément revivre ta vidéo B, etc., etc. avec toutes les vidéos. Imagine bien que tu peux réussir grâce à cette technique à complètement créer un effet boule de neige incontrôlable et faire des dizaines de milliers de vues en plus. Donc concrètement, si tu l'as pas fait ça, fais-le directement maintenant dans toutes tes prochaines vidéos. Pense bien à rediriger vers une autre vidéo en rapport à l'oral. Et si tu l'as pas fait dans tes anciennes vidéos, que tu n'as pas d'écran de fin dans tes anciennes vidéos, ce que tu peux faire, c'est quand même ajouter l'écran de fin. Ça va quand même apporter quelque chose en plus. Et le dernier point, du coup, le numéro 10, uniquement pour ce début de vidéo et les 10 choses à savoir pour avoir une note sur 100, ça va être la communauté. Donc tous les autres points, les 9 autres points de cette vidéo, c'était à propos de comment faire une vidéo de meilleure qualité et tout ce qui était autour de la vidéo. Ici, ça va après ça va après les vidéos, c'est ici sur la communauté. L'objectif ici, ça va être de convertir simplement des gens qui regardent ta vidéo en tant que personne normale à des gens qui deviennent tes fans. Le but, ça va être que ces gens-là aient une connexion avec ton contenu et avec toi. Et en fait, que si tu arrêtes de faire du contenu, au bout de 2-3 semaines, ils commencent à avoir un certain manque et ils se disent « Ah mais c'est bizarre, mon créateur préféré a arrêté de faire du contenu. » Donc la connexion, c'est quelque chose qui se crée au fur et à mesure avec toutes les vidéos que vous faites. C'est par exemple le fait de partager quelque chose de personnel dans une vidéo. À chaque fois, dans chaque vidéo, vous allez partager un petit truc personnel qui va faire que les gens vont s'attacher à vous. Ça peut être aussi d'autres choses, comme par exemple partager un petit peu votre vie de temps en temps dans vos vidéos. Autre chose aussi, c'est le fait de répondre aux commentaires, mais répondre d'une manière personnalisée et personnelle, et pas simplement répondre d'une manière professionnelle. Merci pour ce commentaire ou répondez automatiquement en quelque sorte, mais vraiment montrer que vous êtes intéressé par ces commentaires et répondez-lui de manière personnalisée. Ça peut être aussi de créer des blagues que vous réutilisez un petit peu au fur et à mesure de vos vidéos et en fait créer une sorte de communauté en rapport avec ces blagues, une sorte d'aura de chaîne en rapport avec ces blagues. Et aussi, bien évidemment, c'est le fait d'être honnête. Être honnête et vrai, c'est quelque chose qui fait que vous allez être en rapport avec votre communauté et que votre communauté va ressentir votre honnêteté. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, par exemple, si aussi vous posez des questions, soyez honnête avec ces questions et soyez honnête en écoutant également bien les réponses et du coup en prenant en compte les réponses et en appliquant du coup les réponses que vous avez reçues dans vos prochaines vidéos. Aussi, autre chose que je vois que les gens font assez mal, c'est quand vous demandez quelque chose à votre audience, demandez une seule chose, ne demandez pas 50 choses. Donc si par exemple à la fin vous devez rapidement demander mets un commentaire en rapport avec ça ou like la vidéo ou abonne-toi, bah, choisissez une seule chose. Donc choisissez simplement par exemple le fait qu'ils doivent s'abonner ou choisissez simplement le fait qu'ils doivent répondre à cette question que vous vous posez dans les commentaires. Maintenant, je sais que les gens aiment bien demander aux gens de s'abonner, mais ça c'est pas top. La meilleure des choses à faire si vous voulez choisir une seule des choses, c'est de demander à la personne de cliquer sur la cloche des notifications. Comme ça, si vous ressortez une vidéo, il va avoir une notification sur son téléphone que vous avez sorti une vidéo. Et ça, c'est encore mieux que de s'abonner. Puisque quand la personne s'abonne juste, elle n'a pas de notification quand vous sortez une vidéo.
Là, en mettant la cloche des notifications, elle va avoir les notifications à chaque sortie de vidéo. Ce qui va aussi permettre de faire en sorte que quand vous sortez une vidéo, d'un coup, vous avez directement 10 000 personnes qui vont la regarder. Ça va lancer la vidéo, ça va apporter un gros signal à YouTube et vous allez faire pas mal de vues directement. Maintenant, j'aimerais vous faire penser à quelque chose, c'est que sur YouTube, la plupart du contenu est OK. La plupart du contenu n'est pas mauvais, la plupart du contenu est bien, la plupart du contenu se regarde bien, mais au final, il est juste OK. Il se regarde juste bien. C'est juste une note de 50 sur 100. Et donc malheureusement, ce contenu ne va pas faire de vues et personne ne va le voir. C'est un peu ce que j'appelle la mer de la médiocrité. Donc en fait, c'est entre 40 et 60 dans les notes sur 100. Il va y avoir la plupart des contenus qui sont là. Et c'est pas un contenu où on va dire « Ah tiens, c'est tellement nul que tu peux facilement optimiser ça ». On va pas trop voir un petit peu pourquoi est-ce que c'est nul, mais en même temps, c'est pas top et il n'y a pas en même temps plus qu'une note sur 60. Et en fait, la plupart des créateurs qui sont dans cette mer de la médiocrité, ils sont vraiment confus parce que dans leur tête, ils font tout bien. Et certes, quand tu regardes la vidéo comme ça, t'as pas l'impression qu'elle est mauvaise. Elle est normale. Donc en fait, ils se disent qu'ils font tout bien et simplement que c'est l'algorithme qui leur met des bâtons dans les roues. Et donc la plupart de ces créateurs, ils sont vraiment confus parce qu'ils font un peu toutes les choses bien en fait. Ils postent de façon consistante, ils ont des idées de vidéos qui sont quand même intéressantes et ils regardent ce que les gens ont envie de voir. Ils font quand même du contenu qui est normal et ok, ils mettent les bons mots-clés. Mais au final, ils ont quand même pas de résultat. Et donc le plus gros problème, c'est pas qu'en fait ils font rien de mauvais, c'est qu'en fait ils font rien de bien. Dans un monde où il y a énormément de joueurs qui jouent à ce jeu vidéo de YouTube, le fait d'être en fait average, donc le fait d'être normal, c'est considéré comme normal et ça fait pas de vues en fait. Faut savoir que sur YouTube, l'attention des gens, elle est limitée. Et donc si tu fais un contenu normal, tu vas pas faire de vues. Les gens, avec leur attention limitée, ce qu'ils vont faire, c'est que regarder le contenu exceptionnel en fait. Il y a vraiment beaucoup trop de concurrence dans tellement de sujets que si tu fais pas de qualité, tu vas pas faire de vues. Il y a tellement de gens qui t'expliquent comment devenir musclé, qui font des vlogs sur leur voyage, qui t'expliquent comment faire ci, ça et qui font des contenus éducatifs. Au final, si tu es dans la masse, tu fais rien d'exceptionnel, tu vas pas avoir l'attention des gens. L'attention des gens va être uniquement sur les 5% qui vont faire les meilleurs contenus dans ces niches. Donc la seule chose qui va faire que quelqu'un va regarder ton contenu à toi plutôt que le contenu de quelqu'un d'autre et de manière consistante à chaque fois que tu ressors une nouvelle vidéo, c'est parce que tu fais quelque chose de mieux que tout le monde et que tu fais quelque chose d'unique que tu es le seul à apporter et que tu apportes vraiment quelque chose de différent et de bien mieux que la plupart des autres qui sont dans cette mer de la médiocrité. Et je vais être honnête avec vous, faire du bon contenu, c'est en réalité plus simple que faire du mauvais contenu. C'est juste que la plupart du temps, les gens ne passent pas le temps à faire du bon contenu et préfèrent faire plein de contenu. Votre contenu il doit automatiquement sortir de la masse, il doit automatiquement avoir ce truc en plus qui fait que les gens vont avoir ensuite envie de le partager et directement le partager à leurs amis, dire ah, regarde cette nouvelle vidéo, elle est vraiment très qualitative, elle t'apprend plein de choses, ou ah regarde cette nouvelle vidéo, elle est tellement bien faite, il y a un tellement bon montage, etc., etc. Vous devez avoir votre petit truc qui fait que vous êtes meilleur que les autres dans votre niche. Donc est-ce que je mets la barre haute? Oui, je mets la barre haute. Mais c'est comme ça pour réussir, il n'y a pas d'autre solution. Est-ce que c'est quelque chose qui est atteignable? La réponse est aussi oui. N'importe qui peut réussir à faire ça. Maintenant, l'un des points qui est important et que la plupart des gens n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'il faut être très honnête avec soi-même et avec son contenu. C'est difficile de se trouver des faiblesses. C'est difficile de regarder son propre contenu, de se dire « Ok, ça je le fais mal, il faut que je l'améliore. » Mais c'est comme ça que vous allez faire pour réussir. Donc soyez honnête avec vous-même, regardez votre contenu, regardez la concurrence de ceux qui font plein de vues et regardez qu'est-ce qu'ils font mieux que vous, qu'est-ce que vous pouvez améliorer dans votre contenu, qu'est-ce que vous pouvez mieux faire. Et à chaque nouvelle vidéo, faites mieux, essayez de vous améliorer et essayez de toujours faire mieux. Et au fur et à mesure du temps, vous allez monter sur la montagne et arriver à faire un contenu qui se rapproche le plus possible de la note sur 100. Et la plupart des gens, en fait, ils vont pas faire de qualité parce qu'ils se disent « Ah, mais en fait, il faut que je poste une vidéo par semaine, donc j'ai pas le temps de faire de la qualité et je suis obligé de continuer absolument à poster une vidéo par semaine. » Et ce débat, en fait, c'est un débat sans fin et c'est le débat qui a fait couler le plus d'encre, on va dire, sur YouTube. Et dans ce débat, on entend tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui vont te dire « Il faut poster tous les jours ». Il y a d'autres gens qui vont te dire « Non, non, il faut poster 2 fois par semaine, sinon l'algorithme va t'oublier ». Il y a d'autres gens qui vont te dire « Non, non, il faut poster 1 fois par semaine, mais de façon consistante et à vie ». Enfin bref, on entend tout et n'importe quoi. Donc bien évidemment, chacun des conseils sont dépendants du contexte et de la chaîne de la personne, sont dépendants aussi de la niche et du sujet de la vidéo et du type de la vidéo. Mais en général, qualité supérieure à quantité. Bien évidemment, la vraie réponse, c'est que qualité extrême et quantité extrême en même temps, c'est l'idéal. Mais c'est pas possible pour tout le monde. Bien évidemment, si vous pouvez poster une vidéo extrêmement qualitative qui est 95 sur 100 tous les jours de façon consistante, vous seriez en quelques semaines la personne la plus formidable sur la plateforme YouTube, la personne avec le plus d'abonnés et tout le monde s'abonnerait à votre chaîne. Bien évidemment, c'est impossible pour un être humain normal qui n'a pas une team extrêmement grosse avec plein de personnes qui travaillent pour lui et même pour eux, c'est compliqué. Donc la question se pose dans quels sont les sacrifices que je dois faire pour avoir un petit peu le juste milieu. Donc si tu es un débutant total et que tu n'as pas encore trop défini ta niche, que tu fais des vidéos rapidement mais que tu n'as pas encore trop de rétention, de taux de clic, que tu sais pas trop comment faire un bon montage,
Dans ce cas-là, je te recommande de faire un maximum de vidéos, plein de vidéos. Pourquoi? Parce que tu débutes et donc pour devenir bon en vidéo quand on débute, il faut s'entraîner, faire plein de vidéos, comprendre déjà les basics et ensuite on verra pour les détails. Bien évidemment, quand tu fais ça, ta vidéo numéro 30 va être meilleure que ta vidéo numéro 10 et ta vidéo numéro 100 va être meilleure que ta vidéo numéro 30. Au début, il va falloir que tu fasses ça puisqu'il va falloir que tu commences à avoir les datas de qu'est-ce qui fonctionne ou pas, avoir un petit peu le flair pour savoir ah tiens, cette vidéo, j'ai fait ça comme ça a fonctionné, là j'ai fait ça comme ça n'a pas fonctionné. Au début, il va falloir t'entraîner, il va falloir avoir cette expérience. Et cette expérience, si tu commences directement à vouloir faire les meilleures vidéos possibles, tu vas trop te prendre la tête, tu vas pas sortir de vidéo et tu vas pas l'avoir assez vite. Mais ensuite, une fois que tu commences à avoir les bonnes compétences, que tu commences à déjà bien tout comprendre, que tu as compris ta niche, ce que les gens veulent voir, etc., là, la balance va changer. Il va falloir commencer à switcher vers l'extrême qualité. Une fois que tu as commencé à bien tout comprendre, faire une seule grosse vidéo de qualité va apporter plus de résultats que 10 vidéos normales qui vont se noyer dans cette mer de la médiocrité. Cette simple vidéo, les gens vont la recommander, vont la partager, YouTube va bien comprendre que c'est une vidéo de très grosse qualité et en fait tu vas faire 100 000 vues sur cette vidéo alors que sur 10 autres vidéos, tu aurais pu faire 3 000 vues par vidéo, donc 30 000 vues au total. Donc au final, tu fais 2 fois plus de vues avec une seule vidéo qu'avec 10 vidéos. Et au final, pour ceux qui disent ça prend trop de temps, bah non, tu aurais pris beaucoup moins de temps à faire une bonne vidéo de qualité qui fait 100 000 vues que 10 vidéos médiocres qui font 3 000 vues chacune. Donc concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est que faire du contenu, c'est la base. Au début, vous allez devoir faire du contenu pour progresser. Et ensuite, la qualité, ça va être l'accélérateur. Plus vous avez d'abonnés, plus vous avez de vidéos, plus vous avez d'ancienneté, plus le fait d'avoir fait de la qualité ensuite va être un accélérateur qui va vous faire exploser. La plupart des gros créateurs en France et aux États-Unis, si vous regardez, en fait, ils ont compris qu'il fallait faire de grosses vidéos, de longues vidéos de qualité, avoir le maximum de qualité possible, plutôt que de faire plein de vidéos tous les jours. Parce que l'audience qui va se former autour des gens qui font du contenu très qualitatif est vraiment différente de l'audience qui va se former autour des gens qui vont faire des vidéos tous les jours rapidement comme ça. Dans le premier cas, les gens vont revenir parce qu'ils sont loyaux à toi et ils savent que tu vas faire du contenu très qualitatif et ils veulent te soutenir pour ce travail que tu vas effectuer. Et dans l'autre, les gens vont revenir simplement parce que tu es tout le temps là, tu es tout le temps présent, tu fais du contenu tout le temps et ils te voient tout le temps. Et bien évidemment, vous l'avez compris, l'audience numéro 1 est bien plus rentable que l'audience numéro 2. La plupart des gens sur YouTube, au final, ils pensent que c'est une aventure un petit peu toute seule, solo, où tu vas simplement faire tes vidéos dans ton coin, apporter tes explications et potentiellement un jour, l'univers va te récompenser et tes vidéos vont commencer à marcher et toi, tu vas toujours continuer dans ton coin avec ta caméra à faire tes vidéos. Alors qu'en fait, pas du tout. YouTube, c'est un jeu de multiplayers en fait, c'est un jeu avec plusieurs joueurs. Et le mieux pour réussir, certes on peut réussir en solo, mais le mieux pour réussir c'est d'avoir plusieurs gens qui vont t'aider autour. L'une des méthodes pour réussir le mieux sur YouTube, c'est les collaborations. Et d'ailleurs en France, vous avez bien compris si vous regardez YouTube depuis les 5 dernières années que littéralement, dans le top 10 des YouTubeurs, à chaque fois qu'il y en a un nouveau qui arrive dans le top 10, c'est en fait parce qu'il avait fait des collaborations avec le top 1, 2, 3, 4 pendant longtemps. C'est en fait qu'il a réussi à rentrer dans leur cercle social et du coup il a fait des vidéos sur leur chaîne, ils ont fait des vidéos sur la sienne et en fait il a réussi à rentrer dans ce cercle et maintenant il est arrivé dans le top 10. Et en fait réussir à faire des collaborations avec des gens qui sont un peu similaires à votre niche mais pas trop dans votre niche pour pas avoir la compétition et la concurrence non plus, c'est vraiment top. C'est ça qui va vous faire évoluer le plus rapidement possible sur YouTube. Donc vraiment, pensez-y à faire des collaborations avec des créateurs de votre niche, partagez vos audiences et vous allez voir que ça va vraiment faire en sorte de faire grossir beaucoup plus rapidement votre chaîne. Le calcul il est simple en fait, si vous avez 50 000 abonnés et que vous faites ensuite une collaboration avec quelqu'un qui a aussi 50 000 abonnés, que vos niches sont un peu similaires, en fait vous allez potentiellement toucher 100 000 personnes. Même si bien évidemment il peut y avoir 2 abonnés qui sont abonnés aux mêmes chaînes, mais bref, vous allez toucher bien plus de personnes. Ça va vraiment être un gros accélérateur pour vous. Ça va vous permettre de arriver beaucoup plus vite à avoir plus d'abonnés. En plus de ça, il ne faut pas voir ça comme de la compétition puisque chacun a son audience, chacun a son style et au final, les gens vont s'attacher à chacun en fonction de ça. Donc dans tous les cas, c'est gagnant-gagnant. Il y a une personne qui va gagner des abonnés, l'autre personne va aussi gagner des abonnés et voilà. Maintenant, une collaboration, ça n'a pas automatiquement besoin d'être en fait quelque chose de gros où vous faites une vidéo directement avec la personne. Ça peut être simplement un très bon commentaire posté sous une de ces vidéos qui ensuite va amener à une conversation, qui va ensuite amener peut-être à un café, qui va ensuite amener à des conseils, etc. qui vont vous être donnés, qui vont vous faire exploser parce que cette personne a eu 50 000 abonnés grâce à ce conseil-là. Toi, tu as eu 50 000 abonnés grâce à ce conseil-là. Vous partagez le conseil, vous explosez tous les deux. Ça peut être pas mal de petites choses. Ça peut être aussi le fait d'avoir ensuite un réseau qui va ensuite te montrer et te partager à d'autres personnes. Donc tout ça, c'est des choses qui sont assez importantes. Et entretenir son réseau, c'est important sur YouTube si tu veux rapidement avoir des résultats. Donc le jeu de YouTube, il faut comprendre qu'il va récompenser les gens qui sont en groupe et les gens qui sont entre eux. Pas simplement les gens qui sont seuls contre tout le monde. Maintenant que vous connaissez le jeu de YouTube, allons parler de quelque chose dont la plupart des créateurs sur YouTube, surtout en France, ne parlent pas, l'argent. Combien est-ce que YouTube paye vraiment? Combien est-ce que vous allez gagner en fonction du différent moment dans lequel vous êtes sur votre chaîne?
Parlons un petit peu de tout ça dans les détails. Première chose, c'est les revenus grâce aux YouTube Ads, donc les publicités sur YouTube, vous connaissez. Et ce revenu-là, il varie assez souvent en fonction de la niche, en fonction aussi du moment dans l'année. Donc, par exemple, si vous êtes dans la finance, là, vous allez gagner plus dans les 10 euros par 1000 vues. Et si vous êtes dans les jeux vidéo, vous allez gagner plus 1 euro par 1000 vues potentiellement. Et si vous êtes dans le Q4, donc le quatrième trimestre de l'année, donc de octobre à décembre, tout le monde fait des annonces et du coup vous allez gagner bien plus qu'en janvier-février par exemple. Mais voici la chose qui sépare les gens qui font beaucoup d'argent sur YouTube de ceux qui font un tout petit peu d'argent, mais c'est tout. Cette chose-là, c'est que les revenus ads de YouTube, donc les publicités YouTube, ce n'est qu'une partie des revenus. Mais en réalité, il y a plein d'autres parties qui vont vous permettre de gagner 2 fois plus d'argent si vous appliquez ces parties-là et si vous optimisez ces autres parties-là. De base, la publicité, c'est un peu la base de votre argent. C'est là que vous allez commencer à gagner de l'argent et réussir. Mais ensuite, il va y avoir le deuxième point qui arrive le plus souvent juste après, et c'est les partenariats. Vous allez faire des partenariats avec des marques et là, vous allez commencer à gagner encore plus d'argent grâce à ça. Une chaîne qui a 50 000 abonnés peut gagner plus avec un seul simple partenariat rapidement, 1 minute dans une vidéo, qu'avec des semaines de monétisation YouTube. Tout ça parce que les marques qui vont faire des partenariats avec vous, ils sont pas là juste pour payer pour avoir une publicité, ils sont là pour avoir accès à votre audience et avoir accès aussi au ressentiment que votre audience a envers vous. Si ils ont confiance en vous et que vous partagez ce produit, ils vont directement l'acheter. Et après, bien évidemment, plus votre chaîne va grossir et plus vous allez avoir accès aussi à d'autres choses qui vont rapporter de l'argent, comme par exemple la vente de formations vidéo comme ce que je fais sur ma chaîne, ou la vente de produits, la vente de produits digitaux. Vous pouvez aussi même faire des partenariats pour que des gens passent sur votre chaîne sous format podcast pour leur donner de la visibilité. Ça, c'est quelque chose que Guillaume Play fait pour ceux qui connaissent. Il vend dans les 80 000 euros, il me semble, ou plus de 100 000 euros, le partenariat pour faire le podcast avec lui. Donc, il y a vraiment plein d'autres choses. Vous pouvez créer des e-books, des livres, du coaching, etc., etc. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont vous permettre de gagner encore plus d'argent. Et donc, il faut comprendre que les créateurs qui arrivent à vivre de YouTube sont pour la plupart, en fait, pas simplement ceux qui sont basés uniquement sur les revenus publicitaires de Google Ads et de YouTube Ads. C'est ceux qui ont réussi à prendre parti de ces autres aspects monétisation et c'est vraiment ça qui rapporte énormément d'argent en fait. Et ça, c'est possible dans tous les cas, que ce soit si vous montrez votre visage ou que vous ne montrez pas votre visage et que vous avez des chaînes YouTube faceless en fait, où vous faites des vidéos dans les films par exemple sans vous montrer. Et c'est aussi pour ça qu'avoir une niche c'est important, puisque créer une audience dans une niche qui est vraiment très engagée dans cette niche, ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus d'opportunités de partenariat et de vendre des choses derrière que simplement avoir une audience un peu générale dans tout et n'importe quoi, où vous parlez de tout et où du coup c'est un peu compliqué de savoir qu'est-ce qui intéresse vraiment votre audience. Une chaîne qui a 100 000 abonnés dans la finance va gagner beaucoup plus d'argent qu'une chaîne qui a 2 millions d'abonnés dans des vidéos un petit peu ASMR où vous allez voir des constructions avec des Lego ou quoi. Donc être profond et avoir sa propre niche, sa propre communauté et être vraiment très ciblé, ça va toujours battre ceux qui essayent de faire le plus de vues possible dans la création de contenu. Toujours au final, en termes d'argent en tout cas. Donc maintenant, on a parlé de tous les points. On a parlé du titre, des miniatures, des scripts, du montage, de comment gagner de l'argent sur YouTube et de pas mal d'autres choses. Mais au final, c'est pas ça les points les plus durs sur YouTube. Et le point le plus dur sur YouTube, c'est quelque chose dont personne ne parle, puisque ça fait pas cliquer sur une miniature et ça rend pas un point intéressant. Donc personne n'en parle en réalité, mais c'est pourtant ce point-là qui va faire la différence. Le plus dur sur YouTube et le point le plus important, c'est de continuer quand rien ne se passe. La plupart des chaînes sur YouTube, dans leurs premières années, ils vont simplement faire des vidéos et ils n'ont rien sur leur chaîne, donc ils n'ont pas de vidéos, ils n'ont pas d'abonnés et ils n'ont personne pour regarder leurs vidéos. Et donc ils vont faire un travail et avoir en retour 0 €, 0 vues et aucun remerciement. Vous allez travailler des jours sur une vidéo et une semaine après, vous allez ouvrir votre YouTube Studio et voir dans vos analytics, dans vos data YouTube, que tout simplement vous avez 0 vues ou une dizaine de vues. Et vous commencez à vous poser la question, est-ce que tout ce travail valait vraiment la peine? Vous travaillez, vous avez que 4 vues, 3 vues c'est vous, la 4e c'est votre mère, et personne au final ne semble intéressé par votre contenu. Et après ça, vous avez encore à le refaire, et le refaire, et le refaire, et à chaque fois vous avez ce genre de résultat, 4 vues, 5 vues, alors que quand vous allez sur l'écran d'accueil de YouTube, vous avez l'impression qu'il y a des centaines de créateurs qui explosent de n'importe où, à tout va. Pourquoi est-ce que vous n'explosez pas? C'est bizarre. Et vous commencez à avoir un ressentiment négatif envers l'algorithme encore une fois. En plus de ça, la plupart du temps, vous allez avoir vos amis et votre famille qui voient que vous travaillez et qui vont vous poser la question sacrée de « Alors comment est-ce que ça se passe cette chaîne YouTube ?» Et là, vous n'allez pas du tout avoir envie de répondre. Vous allez dire que vous avez simplement 500 abonnés et que ça fonctionne pas du tout. Et c'est pas un sujet sur lequel vous avez envie de parler. Et c'est donc cette partie qui élimine la plupart des joueurs sur YouTube en fait. C'est pas un manque de talent, c'est pas un manque de compétences, c'est un manque
d'endurance. Cet aspect psychologique chez l'être humain de faire plein d'efforts et de n'avoir aucune récompense en retour, c'est quelque chose de très difficile la plupart du temps et c'est l'un des aspects psychologiques les plus difficiles chez l'être humain. Aucun être humain n'a été créé pour travailler si dur sur quelque chose qui prend autant de temps et avec quelque chose où il n'y a aucune validation derrière et personne ne te dit bravo. Malheureusement, les gens qui vont réussir sur YouTube, c'est ceux qui vont bien comprendre ça, qui vont continuer malgré tout, qui vont quand même avoir la vision et qui ensuite, avec persévérance, en s'améliorant à chaque fois, à chaque nouvelle vidéo, vont réussir au final. La clé, c'est de mesurer des choses que tu peux actuellement contrôler. Est-ce que cette vidéo a eu un meilleur hook, a une meilleure introduction que la dernière? Est-ce que la courbe de rétention était meilleure que d'habitude? Est-ce que le taux de clic était meilleur que d'habitude? Pourquoi est-ce qu'il était plus mauvais que d'habitude? Pourquoi est-ce que ici les gens n'ont pas cliqué alors qu'avant ils avaient cliqué? Est-ce que la petite communauté que je viens de créer me donne de meilleurs commentaires que d'habitude? Est-ce que mes vidéos sont meilleures avec le temps? Ça, c'est à chaque fois des questions auxquelles tu peux avoir une réponse et à chaque fois cette réponse va déterminer ce que tu peux faire pour améliorer la qualité de tes vidéos et faire encore plus de vues. Alors qu'au contraire, se poser la question de « Ah mais j'ai que 600 abonnés après 3 mois de travail », ça, c'est simplement une question qui va te démoraliser et qui ne va rien apporter de concret. Donc, compare-toi plutôt à ton toi du passé au lieu de tout le temps te comparer à cette chaîne miracle qui a fait 1 million de vues en 24 heures, qui n'est qu'une chaîne sur 10 000, mais que tu vas voir sur l'écran YouTube parce que justement, elle a marché, elle est là sur l'écran du coup, alors que tu n'as pas vu les 9 000 autres qui n'ont pas marché. Il faut savoir que chaque chaîne que tu admires avait au bout d'un moment les mêmes résultats que toi. MrBeast, qui est le plus gros youtubeur du monde, a dû faire 100 vidéos avant d'avoir ses premiers résultats. La seule différence avec eux comparé aux milliers de créateurs qui eux ont abandonné le jeu de YouTube, c'est simplement qu'ils ont continué à persister malgré les échecs, qui se sont améliorés petit à petit et qui se sont améliorés jusqu'à un stade où au final, leurs vidéos étaient de qualité et assez qualitatives pour faire des vues et sortir de cette mer de la médiocrité. Donc regarde ta barre de points de vie. Ça peut paraître comme une métaphore, mais c'est un petit peu ça le jeu de YouTube. Ta barre de points de vie, il faut que tu fasses en sorte qu'elle soit toujours au minimum avec un cœur de points de vie et que toujours tu puisses continuer le jeu, toujours t'améliorer et toujours gagner de l'expérience, continuer d'avoir de meilleurs niveaux, de meilleures compétences et mieux réussir au final. Si tu burn out, tu vas plus pouvoir créer de contenu et tu vas abandonner le jeu, tu vas mourir dans le jeu. Et une fois que t'es mort, c'est fini. Pareil, si t'as pas bien dormi, que t'es anxieux ou quoi, ça va se ressentir dans tes vidéos. La qualité de tes vidéos va se ressentir. Tu vas pas pouvoir faire de bonne qualité en fait. C'est important aussi de séparer son estime de soi-même de ses statistiques YouTube. Puisque YouTube, c'est quelque chose qui prend du temps. Et avec le temps, tu vas créer cet effet boule de neige. Tu vas aussi avoir d'anciennes vidéos, d'anciens abonnés qui vont pouvoir continuer à faire des vues à vie, qui vont être des revenus passifs. Tu vas avoir les anciennes vidéos qui vont aussi te faire avoir plus de vues sur les nouvelles. Tes anciens abonnés qui vont te faire avoir plus de vues sur tes nouvelles vidéos. Et donc, en fait, c'est pas linéaire. C'est vraiment exponentiel. Au début, il y a vraiment zéro résultat. Et petit à petit, la boule de neige, elle grossit. Et ça va exponentiel. Rappelle-toi que le moment où tu commences à sentir que tu vas abandonner, c'est souvent ce moment-là où tu es à 2 doigts de réussir. Donc n'abandonne pas, continue et tu verras que tu es tout près de la réussite. Alors qu'en penses-tu? Est-ce que tu es prêt et partant à te lancer dans le jeu vidéo YouTube? Est-ce que tu es prêt à rentrer en compétition avec ces milliers d'autres joueurs qui eux aussi tous les jours font tout pour réussir? Tu comprends maintenant déjà que optimiser l'algorithme, c'est surtout optimiser ce que ton audience a envie de voir et optimiser ton contenu pour faire en sorte que ton audience ait le plus envie de voir et de rester sur ce contenu. Tu as maintenant aussi les 10 points à regarder sur ta vidéo à chaque fois pour avoir la meilleure note possible. Essayer d'avoir la note de 100 sur 100 et tu sais du coup sur quoi travailler. Tu comprends aussi que une vidéo OK ou une vidéo qui est bien, c'est pas suffisant. Il faut que tu arrives à sortir de tout ça et que tu fasses une vidéo exceptionnelle. Maintenant, tout dépend de toi et de ce que tu vas faire de cette vidéo. La plupart des gens vont potentiellement quitter la vidéo sans rien faire, alors qu'une petite partie des gens vont directement dès maintenant ouvrir leur YouTube Studio, regarder leurs analyses avec des yeux nouveaux, comprendre qu'il faut qu'ils fassent de la meilleure qualité, regarder leurs vidéos et se dire ok, je peux directement améliorer ça et ça dans ma prochaine vidéo. Ils vont faire des actions et ils vont s'améliorer. Ils vont avoir de meilleurs niveaux dans le jeu vidéo de YouTube et ils vont commencer à faire du meilleur contenu et réussir. Le premier groupe qui va simplement fermer la vidéo et ne rien faire ne va pas s'améliorer et va rester à leur niveau, alors que le deuxième groupe va faire de gros progrès et va s'améliorer et va potentiellement réussir à devenir bien plus profitable sur YouTube. Maintenant, de mon côté, c'est pas à moi de faire ça pour toi, c'est à toi de faire ça pour toi-même et c'est à toi de faire les actions pour réussir. Là, de mon côté, je vais plus pouvoir contrôler. Donc, à toi maintenant de jouer et à toi de te lancer. Voici ce que je te recommande de faire directement. Regarde un petit peu les 10 dernières vidéos que tu as sorties et essaye de les noter sur 100 avec les 10 points que j'ai donnés dans cette vidéo. Quelle est la note honnête que tu lui donnerais?
et quels sont du coup les points d'amélioration que tu vas pouvoir faire sur chacun des points pour améliorer ta note sur 10 dans chacun de ces points. Essaye vraiment de trouver le point qui fait en sorte que le contenu ne marche pas et pas simplement les points où tu es déjà bon, mais vraiment les points où tu es vraiment mauvais et où tu vas vraiment pouvoir améliorer grandement ton contenu. Donc essaye vraiment de trouver ne serait-ce qu'une chose, juste une chose c'est déjà bien, tu vas améliorer cette chose-là pour ta prochaine vidéo et à la vidéo d'après tu vas encore retrouver une chose, etc. jusqu'à réussir enfin à améliorer tes vidéos de façon énorme et réussir. Il faut bien comprendre cet effet boule de neige aussi que chaque petit effort que tu vas faire sur chacune de tes petites vidéos, petit à petit, sur un an, ça va faire que dans un an, tu vas vraiment avoir des vidéos exceptionnelles et tu vas enfin devenir le créateur que tu as envie de devenir et avoir les résultats que tu as envie d'avoir. Maintenant, le jeu de YouTube, il n'est pas équitable. Il y a des gens qui vont commencer avec une audience plus grosse parce qu'ils avaient déjà d'autres plateformes, où ils vont avoir déjà des conseils d'un gros YouTuber ou se faire partager une vidéo avec un gros YouTuber. Et c'est comme ça, c'est la vie. Il y en a aussi d'autres qui vont avoir une réussite bien plus rapide que d'autres, qui vont avoir une réussite bien plus lente alors qu'ils font quasiment les mêmes efforts et les mêmes qualités. Mais parfois c'est comme ça. Tout ça au final, c'est pas dans ton contrôle à toi, c'est pas quelque chose que tu peux contrôler. La seule chose que tu peux contrôler, c'est la consistance de faire de la qualité et de toujours t'améliorer dans tes vidéos. Et si tu fais ça, quoi qu'il arrive, dans un certain temps, tu auras des résultats et tu réussiras. Il y a des millions de joueurs qui sont en train de jouer à ce jeu en ce moment même. La plupart d'entre eux ne réussissent pas et ne gagnent pas, mais il y a une certaine partie qui gagne et qui réussit, qui a compris les principes du jeu et qui continue de gagner des niveaux petit à petit, alors qu'il y en a des millions d'autres qui sont bloqués au niveau 1 et qui ne font pas d'efforts et ne changent pas ce qui ne marche pas. Il faut bien comprendre que le jeu de YouTube va récompenser le contenu excellent et ne récompense plus du tout le contenu normal et basique. Donc vraiment, comprends bien ça et essaye de rester et de rentrer dans le top des 5% des meilleurs créateurs en termes de qualité. Mais maintenant que tu as regardé cette vidéo et que tu es resté jusqu'à la fin, tu as un avantage considérable sur tout le monde, c'est que tu connais les stratégies et tu connais les techniques pour tricher dans ce jeu vidéo de YouTube. Donc maintenant la question c'est, qu'est-ce que tu vas faire de ces stratégies? Est-ce que tu vas les utiliser pour réussir ou est-ce que tu vas simplement fermer ton ordinateur et continuer à ne rien faire et continuer à faire des vidéos médiocres? En tout cas, si tu veux en savoir plus, il faut savoir que j'ai aussi une formation complète sur YouTube où je vais t'apprendre tous les détails pour lancer une bonne chaîne YouTube, pour aussi lancer une chaîne YouTube sans avoir à montrer ton visage et commencer à générer des revenus passifs grâce aux anciennes vidéos. Donc si ça t'intéresse d'encore plus te former sur YouTube, tu peux regarder, il y a déjà une formation offerte juste en dessous avec le lien numéro 1 et je vais te mettre ma formation aussi sur le lien numéro 2 si tu veux directement passer à l'action en l'échange d'un paiement, avoir du coaching, avoir encore plus d'informations. Et tu l'as compris dans cette vidéo je pense, mais l'information est la clé pour réussir dans le jeu vidéo YouTube. Donc plus tu vas avoir d'informations, plus tu vas réussir. Moi-même, je me suis lancé sans information et je ne serais pas du tout à l'heure où je suis, à l'heure actuelle, à ce stade, si j'avais eu les informations dès le début. Je serais bien plus haut, que ce soit sur ma chaîne Lucas Heinz personnelle avec laquelle je fais une vidéo aujourd'hui, ou que ce soit sur mes chaînes sans visage. Ne serait-ce que quelques informations m'auraient fait gagner des milliers d'euros, énormément de temps et énormément d'abonnés. Voilà, clique sur les liens juste en dessous si tu es intéressé pour la formation offerte et la formation payante du coup. Et on se retrouve de l'autre côté. Tu peux aussi m'envoyer un email, quoi que ce soit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a aidé. À tout de suite de l'autre côté. Ciao.